Bonjour et bienvenue dans ce cours en ligne. Je sais que il n'est pas commode pour vous ni pour moi de faire ce genre de cours d'enseignement, mais vu les circonstances, c'est déjà pas mal. Je sais que si vous voulez un cours à distance, c'est comme un match de football sans spectateur. Il n'y a plus ce sel de la participation, de l'empathie entre l'enseignant et les élèves, etc. Mais bon, il faut faire avec, vu les circonstances. Donc on va essayer si vous voulez, de faire de notre mieux et d'assumer les exigences de la situation. Et je vous rappelle donc que le cours de sémiotique, si vous voulez, comme je vous l'avais annoncé au début du semestre, est composé de 3 parties. La première partie que nous avons déjà faite lors des 6 ou 7 séances, je ne me souviens plus, que nous avons déjà accompli, ça s'appelle la sémiosis et ses composantes. Alors, je vous rappelle que dans cette partie, nous avons vu que la sémiosis, c'est quelque chose... la sémiosis, c'est l'objet de la sémiotique. C'est quelque chose d'assez complexe. C'est un ensemble à 3 éléments, le signe, l'objet du signe et l'interprète du signe. Et que entre ces 3 éléments se tissent 3 relations essentielles, c'est à savoir la représentation, la signification et l'interprétation. En plus, nous avons vu que, si vous voulez, avec la sémiosis, se tisse ou se construit le monde humain. Le monde humain, c'est le monde du sens. Et donc, à côté de la sémiosis, il y a la physis. La physis, c'est le domaine des lois naturelles aveugles qui ne connaissent que leur nécessité propre, qui agissent sans, comment dirais-je, sans volonté signifiante, si vous voulez. Donc c'est les phénomènes naturels qui sont l'objet justement des sciences physiques et naturelles, dites sciences exactes. Pourquoi? Parce que ce sont des sciences qui mesurent et donc qui quantifient les phénomènes naturels et qui s'expriment donc dans le langage de la quantité par excellence, qui est le langage mathématique. Par contre, les sciences, si vous voulez, qui s'intéressent à l'homme en tant qu'animal sémiotique, c'est-à-dire l'homme qui donne sens au monde, l'homme donateur du sens au monde, si vous voulez, ce sont les sciences du sens. On peut les coiffer sous la dénomination science de la culture ou science des cultures. Et ils ont donc une visée qualitative. Pourquoi? Parce que les traits pertinents qui permettent d'isoler les phénomènes humains ne sont pas de nature quantitative, mais qualitative, et donc entrée au sens. Le sens, nous avons vu, c'est l'instauration ou la saisie de cette relation de représentation entre le signe et son objet. Donc chaque fois qu'il y a une relation de représentation, saisie ou instaurée, si vous voulez, nous avons du sens. Et le sens devient signification que l'on interprète. Alors l'interprétation, si vous voulez, nous avons vu que c'est un phénomène, ou c'est une activité qui se déroule en 2 étapes, c'est-à-dire d'abord l'étape de la reconnaissance, on reconnaît le signe en tant que tel, et puis dans un second moment, si vous voulez, on essaie de comprendre, si vous voulez, le signe, en essayant de remonter par une sorte d'inférence du signe vers l'objet, ou bien par une sorte d'équivalence. Il y a 2 manières d'être du signe. L'équivalence, dans un code, le signe est équivalent par convention à son objet, ou bien par inférence, le signe, si vous voulez, c'est la prémisse à partir de laquelle on infère à l'existence de l'objet, ou un certain type d'objet. Alors, autre chose, si vous voulez, nous avons vu que, si vous voulez, la dernière séance que j'ai pu faire avec vous, si vous voulez, nous avons vu que, et là nous avons commencé à aborder la deuxième partie, ce que j'ai appelé la fondation de la sémiotique moderne.
Eh bien, nous avons vu donc que la réflexion sémiotique, c'est-à-dire la réflexion sur la sémiosis, c'est pas quelque chose qui n'est apparu qu'au XXe siècle ou au XXIe siècle. Non, c'est un type de réflexion qui accompagne la philosophie. Euh, Pourquoi? Parce que comme l'homme pense, et donc il pense se forme d'idées. Les idées, ce sont des signes des choses. De même, l'homme parle, et les mots, ce sont des signes des choses, etc. Ou signes des idées, etc. Donc, la réflexion sur la sémiosis, il est, comment dirais-je, de nature séculaire et très ancienne. Si vous voulez, c'est pas quelque chose qui date d'hier, hein. Cependant, nous avons vu que le premier à avoir donné ses lettres de noblesse à la réflexion sur la sémiosis, c'est le philosophe anglais John Locke. John Locke. Et ce philosophe donc anglais, c'est lui qui est le premier à penser à l'existence d'une réflexion systématique et nécessaire. Il dit qu'il s'agit d'une doctrine donc nécessaire sur les signes. Alors, avant de vous dire quoi que ce soit sur, enfin de développer la pensée de Locke sur la sémiotique, je vous rappelle donc que nous avons trois parties. Donc la première partie a été déjà faite. La deuxième partie, c'est celle qu'on va essayer de faire aujourd'hui, qui est l'objet du cours d'aujourd'hui. Et il reste une troisième partie, si vous voulez, qui est la plus grosse du cours, la partie la plus développée du cours, que je vais faire plus tard. D'accord ? Donc, je rappelle les trois parties, la sémiosis et ses composantes, la fondation de la sémiotique moderne, et la troisième partie, c'est le processus sémiosique et les systèmes sémiologiques. Et le système sémiologique, pardon. Le processus sémiosique et le système sémiologique. Je vous rappelle aussi que je vous ai fourni des indications bibliographiques importantes pour, si vous voulez, pour enrichir le cours. Mais aussi les sources du cours, c'est-à-dire les textes fondamentaux, les textes de Saussure, les textes de Peirce, etc. Donc à vous de faire de votre mieux pour si vous voulez, essayer de compléter les informations que je vous fournis. Alors, ce que je vous demanderai, donc, c'est de visionner le cours, donc, et de le revisionner, de prendre des notes comme si vous étiez en classe, et puis de mettre ces notes au propre, sous forme organisée, etc. Si vous pouvez les compléter par des informations bibliographiques par-ci, par-là, ça serait bien. Et comme ça, vous vous préparez de la meilleure manière possible pour les examens de la fin de l'année. Donc pour John Locke, qui est un philosophe anglo-saxon du XVIIe siècle, pour lui, la sémiotique est ce qu'il appelait la sémiotique, avec cette orthographe-là, que Peirce va reprendre, la sémiotique, qui est une orthographe qui est dérivée du grec, de la langue grecque, du grec ancien, si vous voulez, sémiotique. Et donc, pour John Locke, si vous voulez, on peut dire que c'est lui le premier à avoir pensé à la sémiotique comme une discipline à part entière. Alors, en effet, pour lui, l'ensemble du savoir humain se répartit donc en trois parties. Le savoir humain, donc, le savoir, se répartit en trois parties. La première partie, il l'appelle la philosophie naturelle. La deuxième, la pratique. Il dit aussi la pragmatique, mais la pratique. Et la troisième partie, c'est la sémiotique. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, pour la philosophie naturelle, il s'agit donc de l'étude des réalités corporelles et spirituelles dans leur être et leur propriété. Alors, donc, la philosophie naturelle, on peut dire qu'il s'intéresse, si vous voulez, il contient les sciences qu'on appelle, nous, les sciences naturelles et les sciences psychologiques. À l'époque, on disait les réalités corporelles et spirituelles. Donc, la philosophie naturelle subsume, englobe les sciences naturelles et psychologiques. La pratique, ou la pragmatique, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est l'étude de la praxis, de l'action humaine.
Alors, l'étude de l'action humaine, c'est-à-dire l'étude des capacités naturelles de l'homme dans l'action. Alors, dans l'action, non pas en général, mais l'action qui vise le bien et qui vise l'utile. Le bien, si vous voulez, pour le genre humain et l'utile pour la société. Et donc, ici, par exemple, les problèmes des valeurs morales et des valeurs éthiques, c'est-à-dire l'éthique, l'éthos, comment se comporter, si vous voulez, comment, si vous voulez, ce que Michel Foucault appelle le souci de soi, c'est-à-dire comment se comporter d'une manière envers soi-même, et la morale, c'est plutôt comment se comporter envers les autres. Donc les valeurs qui concernent, si vous voulez, l'homme en lui-même en tant qu'être, si vous voulez, doté de raison, c'est le problème de l'éthique. La morale, c'est le problème de la vie avec les autres, si vous voulez. Et donc, il nous reste la sémiotique. Alors, la sémiotique, alors on peut dire que les deux premières parties, la philosophie naturelle et la pratique, s'intéressent au quoi du savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vise à savoir, quel est l'objet du savoir humain, quoi. Par contre, la sémiotique, c'est plutôt comment savoir. Donc il s'intéresse, la sémiotique, selon Peirce, s'intéresse aux instruments de la connaissance. Par quels moyens l'homme parvient-il à connaître, donc à connaître aussi bien au niveau de la philosophie naturelle qu'au niveau de la pratique, c'est-à-dire au niveau de l'étude des phénomènes naturels et psychologiques, mais aussi l'étude du comportement de l'homme au sein de la société, le problème du pouvoir, etc. Et donc la sémiotique ici, pour lui, c'est plutôt l'étude des instruments du savoir. Et en tant que tel, donc comme, si vous voulez, étude des instruments du savoir, la sémiotique contient ce qu'elle appelle la logique. Alors, la logique, je vais écrire là, j'ai plus de place, donc la logique, donc qui vient du grec, c'est l'étude du logos. La logique, c'est l'étude, il ne faut pas l'oublier, l'étude du logos. Alors, le logos, c'est un mot grec, si vous voulez, qui est polysémique, qui signifie aussi bien le langage que la raison. Et donc ici, pour Jean Locke, si vous voulez, il s'agit de l'étude de la manière dont, grâce aux mots et aux idées, nous parvenons. Alors les idées, c'est la raison, les idées rationnelles, les êtres de raison, et les mots, c'est le langage. Donc ici, pour lui, le logos subsume aussi bien la raison que le langage. Et donc, la sémiotique s'intéresse à cela. C'est-à-dire, pour Locke, il s'agit de dire que la sémiotique, c'est la doctrine des signes. Donc, la doctrine des signes, comment doivent être les signes, si vous voulez. La doctrine des signes, c'est-à-dire quelles lois gouvernent les signes, comment ils fonctionnent, etc. Pourquoi les signes? Alors, les signes, pour Jean Locke, ce sont les idées, donc les êtres de la raison, et les mots, les êtres du langage. Donc, avec les idées et les mots, c'est avec ça que l'homme connaît et peut formuler le savoir. Donc, il s'agit pour Locke de dire que la sémiotique, avec cette orthographe, ne l'oubliez pas, c'est l'étude du langage, aussi bien dans son versant rationnel que dans son versant linguistique, l'étude du langage comme instrument de la connaissance. Et on va voir que c'est à partir de sa sémiotique, de sa manière de concevoir les choses, que va partir la théorisation, les conceptualisations de Charles Sanders Peirce. Mais avant de parler de la fondation de la sémiotique moderne, c'est-à-dire de la sémiotique que nous connaissons, j'aimerais bien vous rappeler, en suivant une remarque du sémioticien et grand historien des idées sémiotiques que fut Umberto Eco, qui nous a quittés il y a 2 années, je crois. Eh bien, dans un livre dont je vous ai parlé lors de la présentation de la bibliographie du cours, qui s'appelle Sémiotique et philosophie du langage, qui a été traduit en français en 1988, à la page 10-19, donc dès l'introduction, Eco rappelle qu'il y a 3 manières différentes de faire de la sémiotique. Donc il y a 3 manières de pratiquer la sémiotique.
Les trois manières sont complémentaires et ne sont pas... Mais chacun, on peut insister sur l'une et laisser les autres de côté, si vous voulez. Alors il y a ce qu'il appelle la sémiotique spécifique. Alors de quoi les mots entre guillemets, si vous voulez, sont de dico. Alors sémiotique spécifique, c'est-à-dire la sémiotique en tant qu'œuvrant, en tant que travaillant à la mise au jour des invariants sémiosiques, c'est-à-dire des sémioses qui se répètent d'un domaine à l'autre, propre à un domaine particulier. Par exemple, je peux m'intéresser à la sémiosis propre, si vous voulez, à la narrativité. Comment les récits sont racontés, que ce soit aussi bien un récit dans un roman qu'un récit dans un film ou une pièce de théâtre. Je peux m'intéresser par exemple à la sémiosis du code de la route, par exemple, ou bien la sémiosis de la poésie, ou encore m'intéresser à la sémiosis propre à une langue naturelle, la manière dont une langue naturelle, si vous voulez, signifie les choses. Donc ça, c'est la sémiotique spécifique. Il s'agit donc de prendre en charge un domaine particulier, un domaine comme le récit, la mode, la poésie, etc. Et il s'agit de mettre au jour, c'est-à-dire de dégager, de construire les invariants, c'est-à-dire les éléments qui ne changent pas dans ce domaine du point de vue de la sémiosis propre à ce domaine. Par contre, la sémiotique appliquée, c'est plutôt de s'intéresser à un objet particulier d'un domaine. Par exemple, ce n'est pas étudier le récit en général, mais étudier tel récit particulier, par exemple tel conte, tel roman, etc., telle pièce de théâtre, etc. Donc ici, il s'agit d'appliquer les concepts sémiotiques à un objet particulier, par exemple tel roman de Balzac, tel conte je sais pas moi, du Maroc oriental, tel poème de Baudelaire ou de Moutanabbi, etc. Donc il s'agit de s'intéresser à un objet particulier, ou de s'intéresser par exemple, je sais pas moi, aux vêtements de la femme marocaine dans les années 80 par exemple. Donc il s'agit d'un secteur bien précis auquel on applique les concepts de la sémiotique. Alors pourquoi faire? Eh bien pour expliquer comment fonctionne cet objet particulier du point de vue de la sémiosis, c'est-à-dire comment sa sémiosis, c'est-à-dire le fait qu'il est constitué d'un signe, d'un objet et qu'on y trouve les relations de signification, de représentation et d'interprétation, etc. Donc il s'agit de faire la sémiotique appliquée. C'est par exemple la critique littéraire d'un roman alors le critique littéraire, il s'inspire par exemple des concepts sémiotiques. Et troisième et dernière façon, et c'est celle que nous faisons dans ce cours, dans le cours de sémiotique, nous faisons de la sémiotique générale, ni la sémiotique appliquée, ni la sémiotique spécifique. Dans mon cours, voilà ce que nous faisons, c'est la sémiotique générale. Alors de quoi s'agit-il? Alors sémiotique générale, ça vous rappelle la linguistique générale, telle que ça vient d'un mot, d'une expression allemande, allgemeine Sprachwissenschaft, c'est-à-dire le savoir général ou généralisé sur le langage. Eh bien, vous savez que Saussure, dans ses notes manuscrites, disait que la linguistique générale, c'est la philosophie de la linguistique. Eh bien, c'est la même chose ici, si vous voulez. La sémiotique générale, elle est de nature philosophique pour Umberto Eco. Pourquoi? Pourquoi elle est de nature philosophique? Parce que c'est à ce niveau-là, dans la sémiotique générale, que nous posons les catégories, les concepts de nature générale, si vous voulez, qui vont nous permettre d'étudier aussi bien, ou d'être appliqués aussi bien au niveau de la sémiotique spécifique que de la sémiotique appliquée. C'est à ce niveau-là que sont dégagées les catégories, si vous voulez, et les concepts qui sont posés. Le terme utilisé, ils sont posés, c'est-à-dire ils sont posés par une décision de la pensée. Par exemple, le concept de sémiosis, le concept de signe, le concept de signification, etc., le concept de sens, tout cela sont posés à ce niveau-là. Et nous, dans ce cours, c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, François Rastier, dans un de ses textes, il dit que la sémiotique, si vous voulez, c'est défini de cette façon, si vous voulez, c'est ce qu'il appelle la philosophie de la signification. La
philosophie de la signification, en prenant le mot signification dans un sens très général, équivalent à la sémiosis. Donc on peut dire, la sémiotique générale, c'est la philosophie de la sémiosis, ou la philosophie de l'homme en tant qu'animal sémiotique, qui signifie son rapport au monde. C'est-à-dire, il s'agit d'étudier l'homme, non pas en tant que se procréant, en tant qu'un animal qui a des besoins, si vous voulez, naturels, mais l'homme en tant que producteur et consommateur du sens. Voilà, ça c'est l'objet de la... Et alors, on dégage un certain nombre de concepts qui vont être appliqués aussi bien pour l'étude d'un domaine sémiotique particulier que pour l'étude d'un objet d'un domaine particulier. Donc n'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas que c'est notre objet, c'est la sémiotique générale. Alors, dans le siècle où nous sommes, c'est-à-dire le 21e siècle, si nous observons, si vous voulez, si nous essayons de proposer une sorte de panorama, si vous voulez, des études sémiotiques qui se font de par le monde, dans toutes les langues, vous allez voir et là, vous pouvez par exemple faire le test en essayant de voir, si vous voulez, de voir ce qui se passe au niveau de l'Association internationale de sémiotique, AIS. L'AIS, l'association qui a été créée par Jacobson, par Greimas, par Sibiuk, etc., dans les années 70, eh bien, si vous observez ce qui se passe, si vous voulez, vous verrez qu'il y a différents, si vous voulez, courants, différentes tendances. Cependant, toutes ces tendances, ces courants, etc., on peut les partager en deux. Ou plutôt, toutes ces tendances, si vous voulez, ces chercheurs, renvoient à deux héritages. L'héritage, si vous voulez, le premier héritage, si vous voulez, c'est l'héritage qui remonte à Charles Sanders Peirce, l'Américain, qui si vous voulez, qui a travaillé à la fin du 19e siècle et début du 20e. Et l'autre héritage, c'est celui de Ferdinand de Saussure, le Suisse francophone, si vous voulez, qui lui aussi a travaillé, si vous voulez, au début 20e siècle, que vous connaissez tous de par vos cours de linguistique. Alors, Peirce et Saussure sont, si vous voulez, les premiers dans la modernité à avoir pensé à une discipline autonome qui s'occuperait de l'étude de la sémiosis. Et donc il est normal qu'actuellement, à l'échelle internationale, nous avons ces deux filiations, ou bien nous avons des tentatives de concilier les deux filiations. Alors, la discipline qu'avait envisagée Peirce, il l'appelait, là en remontant à John Locke, il l'appelait la sémiotique. C'est-à-dire là, il s'inscrivait dans l'héritage de John Locke, c'est-à-dire l'étude des instruments de la connaissance. On va voir ça, si vous voulez. Et par contre, pour Saussure, non, Saussure, si vous voulez, il a inventé un terme, si vous voulez, c'est un néologisme, il a appelé ça la sémiologie. Et dans des notes manuscrites, il parle aussi de signologie. Il faut prononcer signologie, non pas signologie, signologie. Et ces deux disciplines, si vous voulez, qui ont été créées ou pensées ou postulées par les deux savants, si vous voulez, les deux penseurs, Peirce d'un côté et Saussure de l'autre, ont beaucoup de différences, et ce qui explique qu'actuellement, si vous voulez, il y a même parfois des postures ou des positions inconciliables entre les chercheurs qui se réclament de Saussure et les chercheurs qui se réclament de Peirce. Donc on peut dire qu'il y a, si vous voulez, une double filiation qui constitue, je vous demande pardon, je m'excuse pour cette interruption. Donc je rappelle, donc il y a une double filiation. Et si vous voulez, il ne s'agit pas simplement d'une différence de dénomination, parce que les deux filiations sont différentes dans leurs présupposés, dans leur vision de comment doit être la sémiotique, comment elle doit travailler, etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la sémiotique de Charles Sanders Peirce, si vous voulez, la filiation qui vient, c'est une filiation que j'appellerais logicienne. C'est-à-dire, il mise sur la logique
et il a pour visée essentielle d'étudier, si vous voulez, les résultats des autres sciences. C'est une sorte d'épistémologie, si vous voulez, une visée logicienne. Alors, par contre, le visée de Saussure, c'est plutôt, il est plutôt de nature anthropologique, c'est-à-dire donc une visée anthropologique, c'est-à-dire il a pour but l'étude des spécificités de l'homme, l'anthropos, l'étude des spécificités culturelles de l'anthropos, si vous voulez. Et donc, vous voyez la différence. L'une s'intéresse au problème de la certitude, de la certitude scientifique, de la vérité, etc. Et l'autre s'intéresse plutôt aux spécificités de l'humain. C'est-à-dire, ici, on peut dire qu'il s'agit d'un point de vue culturaliste. Comment se signifie l'homme en tant que vivant dans une culture, etc. Donc la différence entre... Il ne s'agit pas seulement de différence de nom, sémiotique, sémiologie, mais aussi différence de visée, et donc une différence de filiation. Maintenant, il y a des chercheurs au sein de l'AIS, si vous voulez, qui suivent la filiation logicienne de Peirce, et d'autres qui plutôt misent sur la filiation anthropologique de Saussure. On va revenir sur ça tout à l'heure pour les expliciter. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux grands bonhommes, ces deux grands savants, si vous voulez, n'ont pas laissé de livres où ils systématisent leur manière de concevoir. C'est pas comme John Locke. John Locke, il a laissé un traité sur l'entendement humain, qui a fait beaucoup de bruit dans l'histoire de la philosophie, et dans lequel il parle de sa sémiotique. Mais ce n'est pas le cas pour Peirce et pour Saussure. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens... ils ont lissé beaucoup, par exemple, Ferdinand de Saussure avait beaucoup de pudeur scientifique, c'est-à-dire il se disait mais est-ce que je suis pas en train de raconter n'importe quoi, et il gardait ses idées pour lui, ou bien il les diffusait partiellement dans des cours. Peirce, lui, n'a pas trouvé d'éditeur pour deux raisons, parce que d'abord il écrivait très mal, et puis il avait tellement d'idées, etc., si vous voulez, géniales, qu'il n'arrivait pas à les maîtriser. Donc il se contentait de prendre des notes. Donc il a laissé une masse énorme de notes, qui a été recueillie dans des volumes, si vous voulez, énormes, les Collected Papers de Charles Sanders Peirce. Et Saussure, lui, a laissé, si vous voulez... Alors, les Collected Papers, si vous voulez, nous avons en français la traduction d'un certain nombre de ces fragments, de ces notes, sous le nom du cri sur le cygne, qui ont été traduites. Ces notes-là ont été traduites par Gérard de Ledal. Si vous voulez, j'ai déjà parlé de cela lors de la présentation du cours au début du semestre. De même pour Saussure, les notes, si vous voulez, nous avons d'abord les notes des étudiants qui ont constitué le fameux cours de linguistique générale, et puis les notes manuscrites et autographes de Saussure lui-même, qui ont été recueillies d'abord dans les sources manuscrites du cours de linguistique générale, enfin une partie, et dernièrement dans les écrits de linguistique générale en 2002, dans écrits de linguistique générale. Les références figurent dans votre bibliographie, donc vous pouvez les consulter pour connaître les détails. Alors, je vais commencer donc par vous parler de Peirce, avant d'attaquer, ou enfin de s'attaquer à Saussure. C'est-à-dire, on va parler de la manière dont Peirce, si vous voulez, a pensé la fondation, c'est-à-dire la constitution de la sémiotique, avant de nous attaquer à ce qu'a dit Saussure sur le sujet. Alors, pour comprendre la manière dont Peirce, si vous voulez, a pensé la fondation de la sémiotique comme une science à part entière, et il faut d'abord essayer de mettre au jour les présupposés de sa conception de la sémiotique qu'il appelait sémiotique, avec cette orthographe, comme Locke. Mais bon, si vous retenez l'orthographe moderne sémiotique, ça ne fait rien. Alors, il faut savoir que Peirce était avec d'autres philosophes, William James et John Dewey, si vous voulez, et des philosophes américains qui ont créé un courant philosophique typiquement américain. Typiquement américain, si vous voulez, c'est une philosophie spécifique aux Américains qui s'appelle le pragmatisme
ou le pragmatisme. Alors le pragmatisme, c'est le terme, si vous voulez, qui a été retenu par Peirce. Le pragmatisme, c'est le terme général. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une philosophie typiquement américaine. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite dans l'esprit libéral américain. Vous savez, les Américains, leur idéologie, c'est une idéologie libérale, l'idéologie des affaires, l'idéologie du commerce, etc. Et donc, ils visent avant tout l'utilité. Eh bien, cette philosophie, si vous voulez, se caractérise par deux choses. Alors, il se caractérise par l'empirisme dans l'ordre de la connaissance. Quand il s'agit de connaissance, il dit qu'il faut être empirique. Empirique, c'est-à-dire vérifier toujours les hypothèses qu'on formule sur les choses, les confronter, les vérifier en les confrontant avec la réalité. C'est un petit peu comme pour le positivisme logique que nous avons étudié au 5e semestre. Donc, dans l'ordre de la connaissance, il s'agit d'adopter point de vue empiriste, donc vérifier, contrôler. Et du point de vue social, c'est-à-dire moral ou éthique, c'est-à-dire du point de vue de l'action, aussi bien morale, éthique, etc., comme nous l'avons vu, eh bien, il s'agit de dire que la valeur suprême, c'est l'utile, comme chez Locke, l'utile. Donc, le pragmatisme, c'est l'utilitarisme, c'est une philosophie qui table sur l'utile. Est vrai ce qui est utile. Une idée n'est pas vraie parce qu'elle est utile, n'est pas utile parce qu'il est vrai, mais il est vrai parce qu'il est utile. C'est-à-dire, là, nous avons un quatrième type de vérité. Alors, vous vous souvenez, il y avait la vérité correspondance, la vérité analytique, c'est-à-dire la vérité cohérence, la vérité dévoilement. Maintenant, nous avons, avec le pragmatisme, nous avons la vérité utilité. Est vrai ce qui est utile. Alors, utile pour qui? Eh bien, pour la société. Ça, c'est pour le pragmatisme. Donc, en matière de morale, etc., ce qui est utile pour la société. Mais Peirce, lui, ne partageait pas les points de vue si vous voulez, il s'intéressait peu à ce problème de morale, de sociologie, etc. Ce qui l'intéressait, c'est plutôt la connaissance. Donc, est vrai ce qui est utile pour la connaissance, pour le progrès de la connaissance. Pour le progrès de la connaissance. Donc, est vrai ce qui est utile pour le progrès de la connaissance, pour l'avancement du savoir. Donc, il ne s'agit pas de se poser des questions sur la nature de la réalité visée par le signe, etc. Mais il s'agit de s'interroger sur l'utilité de la représentation. Si nous avons une représentation qui signifie quelque chose et que nous interprétons, ben, il s'agit de se poser des questions sur son utilité. Et donc, on peut dire que pour Peirce, la sémiosis, c'est une action. Et c'est pour ça que je retiens cette expression qui est d'Umberto Eco, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, processus sémiosique, c'est-à-dire la sémiosis est un processus, est une action qui a un point de départ et un point d'arrivée. Donc qui part d'un point pour rejoindre un autre. Et si vous voulez, la validité de la sémiosis est jugée sur la base de son utilité. Utilité pourquoi? Eh bien pour le progrès de la connaissance. Alors quand je parle ici de la connaissance, il ne s'agit pas seulement de la connaissance scientifique, même la connaissance dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, Peirce s'interroge sur la connaissance d'une manière générale, dans la vie quotidienne. Par exemple, comment je fais? Par exemple, je me lève le matin et je regarde dehors et je dis, il va pleuvoir. Ma phrase là, le discours que je produis, si vous voulez, signifie quelque chose. Il constitue un processus sémiosique. Il s'agit de s'interroger comment je suis arrivé à cela. Et quelle est l'utilité, si vous voulez? Est-ce que ça traduit un avancement? Est-ce qu'en disant il va pleuvoir, est-ce que c'est un avancement de la connaissance du monde? Donc on peut dire que les traits caractéristiques, si vous voulez, ici, c'est que de dire que la sémiosis c'est un processus, c'est une action qui a un point de départ et un point d'arrivée,
et qu'elle est jugée sur la base de l'utilité. La vérité, c'est plutôt l'utilité. Alors l'utilité, non pas en général, mais l'utilité pour le progrès de la connaissance, connaître mieux. Donc la sémiosis permet de connaître mieux. Et là, nous retrouvons la thématique de Locke, qui parlait, si vous voulez, des signes comme instrument de la connaissance. Alors, donc, Peirce, si vous voulez, s'intéresse avant tout à la connaissance, au progrès comment rendre la connaissance des choses meilleures, comment permettre l'avancement de la connaissance. Eh bien, de ce point de vue-là, on peut dire que Peirce était un logicien des sciences. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui s'intéresse aux conditions de la connaissance. Et, si vous voulez, on peut dire que c'est quelqu'un qui a pour objet les résultats des autres sciences et qui a pour problématique, comment dirais-je, la manière de fonder, si vous voulez, ou d'assurer les certitudes, la vérité des assertions scientifiques. Et de ce point de vue-là, donc, en plus, si vous voulez, de dire que les vrais, ce qui est utile à la progrès de la connaissance, il a aussi un point de vue logicien. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de filiation logicienne. C'est un logicien. D'ailleurs, comment il définit la sémiotique? Il dit la sémiotique, si vous voulez, c'est la logique. Alors voilà, je vais vous citer. Alors le passage se trouve à la page 120 décrit sur le signe. Alors il dit la chose suivante. La logique dans son sens général n'est qu'un autre nom de la sémiotique. Il ajoute, alors la sémiotique c'est quoi? C'est la doctrine quasi nécessaire ou formelle. La sémiotique donc, la doctrine quasi nécessaire ou formelle. Formelle, d'ici. Alors c'est donc je reprends. La logique dans son sens général n'est qu'un autre nom. Alors le sens général c'est quoi? Eh bien c'est le sens retenu par Locke, c'est-à-dire le logos, l'étude du logos, aussi bien le logos en tant que raison, c'est-à-dire les idées, qu'en tant que mot, langage. Donc, alors, la logique n'est qu'un autre nom de la sémiotique pour lui. Et, si vous voulez, la sémiotique, il a pour objet, si vous voulez, de dégager les conditions, ou, si vous voulez, de la sémiosis. Ce qu'il appelle quasi nécessaire formel. Alors la doctrine quasi nécessaire ou formelle. Alors j'explique ces deux adjectifs. Quasi nécessaire, c'est-à-dire que la sémiotique ne va pas formuler des propositions analytiques, si vous voulez, qui sont nécessairement vraies. Il va proposer des propositions, si vous voulez, il va formuler des propositions quasi nécessaires, c'est-à-dire des propositions synthétiques qui peuvent être vérifiées, confirmées ou infirmées. C'est pour ça qu'il parle de la quasi-nécessité, mais pas de la nécessité. Et dans ce sens-là, il est formel. Pourquoi formel? Parce qu'il s'intéresse aux formes de la sémiosis, c'est-à-dire aux conditions de la sémiosis, et non pas au contenu de la sémiosis. Je m'explique. Il reprend le terme à la logique. On dit la logique depuis Aristote, on parle de la logique formelle. C'est-à-dire la logique s'intéresse non pas à tel ou tel raisonnement particulier, mais à la forme que doivent avoir tous les raisonnements possibles. La forme d'un raisonnement, si vous voulez, valide. Quelle est la forme d'un raisonnement valide? Donc lui aussi, il va s'intéresser à la forme de la sémiosis. C'est-à-dire, il va s'intéresser aux conditions. C'est-à-dire ce qui rend possible la sémiosis. Qu'est-ce qui rend possible la sémiosis? Alors je continue de le citer. Alors il dit, cette discipline, il a donc, nous avons dit la doctrine quasi nécessaire au formel d'ici, il ajoute, il aura pour objet de déterminer ce que doivent être la doctrine, ce que doivent être les caractères de tous les signes utilisés par une intelligence scientifique. Alors, je reprends. Intelligence scientifique. Alors, il dit la sémiotique a pour objet de déterminer ce que doivent être les caractères de tous les signes utilisés par une intelligence scientifique. Alors, scientifique, il l'a mis entre guillemets.
Et alors, c'est-à-dire, alors intelligence, il explique ce que ça veut dire intelligence scientifique, il dit c'est-à-dire une intelligence capable d'apprendre par expérience. Alors le mot expérience ici est important, capable d'apprendre par expérience. Alors j'explique. Donc la sémiotique aura pour objet d'énumérer, de dégager les conditions, si vous voulez, que doit avoir, qui permettent le surgissement, l'émergence de la sémiosis. Quelles sont les conditions de la sémiosis? Comment les choses se présentent à nous comme signe de quelque chose? Comment les choses se présentent à nous comme signe de quelque chose d'autre? Et comment les interprétons-nous, etc. Alors, l'intelligence, alors il dit les signes utilisés par une intelligence scientifique. C'est-à-dire, on peut considérer que ce qu'il appelle l'intelligence scientifique, c'est l'interprète prototypique. C'est l'interprète prototype de toute sémiosis. Alors pourquoi il utilise ces termes-là? Si vous voulez, l'interprète prototype, c'est-à-dire intelligence scientifique. Eh bien, intelligence, c'est-à-dire il fait des inférences, et scientifique, et là nous retrouvons le mot expérience, c'est-à-dire il vérifie. Vérification. Il vérifie comment? Par expérience. Il vérifie par expérience. Donc, intelligence, il fait des inférences, et scientifique, il vérifie les inférences qu'il fait. Donc, il y a les deux versants. Alors, l'interprète type, ou prototype, si vous voulez, de toute sémiosis possible, c'est une intelligence scientifique, c'est-à-dire une intelligence capable d'apprendre par expérience. Comment? Eh bien, en faisant des inférences et puis en vérifiant. Par exemple, chaque fois par exemple, que je mets ma main sur une surface chaude, je me brûle. Alors, je vérifie, est-ce que ça c'est toujours la même chose? Voilà, je constate que c'est la même chose, je dégage une loi. Tel degré de chaleur cause des brûlures. Et donc là, j'apprends, je fais progresser la connaissance. Donc, l'intelligence scientifique, c'est une intelligence qui apprend à partir des inférences qu'il fait et qu'il vérifie, et qui, si vous voulez, permet, en accumulant les expériences, de faire progresser la connaissance. Alors quand je dis ici la connaissance, bien sûr, Peirce pense à la connaissance scientifique, mais il faut dire aussi la connaissance dans la vie quotidienne, si vous voulez. C'est comme ça qu'on connaît les choses dans la vie quotidienne, si vous voulez, en accumulant les inférences et en les vérifiant. Alors, l'autre trait important, si vous voulez, de la conception qu'a Peirce de la sémiotique, si vous voulez, donc en plus d'être une doctrine d'ici, une doctrine qui permet de rendre compte du travail, de la manière de connaître d'une intelligence scientifique qui fait des inférences, qui vérifie, et donc il s'agit d'un trait important qui est comparable à celui qui caractérise la logique. La logique, si vous voulez, c'est comme les mathématiques, c'est le langage de toute forme de connaissance. Une forme de connaissance, n'importe laquelle, se forme logique, si vous voulez, avec des procédés de déduction ou d'induction, par exemple. Et donc on peut dire que la logique, c'est pas une science parmi d'autres, mais c'est une science qui est en dehors des autres sciences et qui leur prête si vous voulez, qui permet de vérifier les résultats des autres sciences. Eh bien, puisque la logique la sémiotique n'est qu'un autre nom de la logique, eh bien pour lui, la sémiotique c'est une méta-science. Alors, méta, c'est-à-dire, comme dans métaphysique, c'est à la fois au-delà, mais aussi ce qui vient après. C'est au-delà de toutes les sciences, mais aussi ce qui vient après les autres sciences. Eh bien, la méta-science, c'est quelque chose qui englobe, qui chapeaute, qui coiffe toutes les autres sciences. Alors comment? Eh bien pour Peirce, les choses se présentent de cette façon. Eh bien nous avons des données culturelles et naturelles, n'est-ce pas? N'importe lesquelles, des données aussi bien qui sont étudiées par les sciences naturelles que des données qui sont étudiées par les sciences, si vous voulez, qu'on appellera humaines. Sciences humaines, si vous voulez, qui s'intéressent au phénomène de la culture. Eh bien,
Donc il y a un ensemble de sciences, si vous voulez, qui constituent un savoir sur ces données naturelles et culturelles. Eh bien, la sémiotique vient traduire tout ce savoir-là sur ces données naturelles et culturelles, et le traduit sous forme de processus sémiosique. C'est-à-dire que chaque type de connaissance, si vous voulez, dégagée ici à propos de ces données-là, peut être traduite sous forme d'un processus sémiosique. Alors, plus tard, on va voir comment Peirce, si vous voulez, conçoit le processus sémiosique, mais pour le moment, retenez ça. C'est-à-dire que la sémiotique, c'est une reformulation des résultats des autres sciences. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est un petit peu comme pour les mathématiques. Les mathématiques, c'est un langage que parlent toutes les sciences physiques et naturelles. La sémiotique, c'est plutôt un langage que parlent aussi bien les sciences naturelles que les sciences de la culture. Et donc, il s'agit d'une reformulation. On reformule ce savoir pour le comprendre mieux. Alors, si vous voulez avoir un exemple de ce genre de travail, si vous voulez, c'est-à-dire la sémiotique comme une sorte de méthode de réécriture des résultats des autres sciences, comme une sorte de reformulation des résultats des autres sciences, vous pouvez, par exemple, consulter le numéro de langage 58 que je vous ai donné, si vous voulez, lorsque je vous ai présenté la bibliographie du cours, dont je vous ai parlé, et que vous pouvez consulter sur le site percé.com. Je crois que j'ai déjà parlé de cela, mais je le reprends, percé.com. Alors c'est le numéro langage, la revue langage, numéro 58. Alors dans ce numéro consacré justement à Peirce, vous avez un certain nombre d'études. Alors par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un travail sur une étude de Barthes, Roland Barthes, le sémioticien français, le philosophe, le penseur, si vous voulez, français. Alors, il avait écrit un article sur la voiture Citroën, comme une certaine, comment dirais-je, manière de mettre en avant l'idéologie petite bourgeoise française des années 50. Donc, l'article de Barthes, c'est ça, il est là. La voiture Citroën, en France, c'est ça. Donc, Barthes a étudié si vous voulez, cette donnée, c'est-à-dire la voiture Citroën dans la société française dans les années 50, d'un certain point de vue. Alors que fait le sémioticien qui suit la filiation partielle? Eh bien, il formule le travail de Barthes, l'article de Barthes, il le formule sous forme de processus sémiosique. Alors maintenant, on ne sait pas de quoi est fait ce processus sémiosique, c'est ce qu'on va voir plus tard dans la troisième et dernière partie du cours, mais voilà comment ça travaille. Le travail se fait de cette façon, c'est-à-dire remarquez le sens des flèches. On remonte des données culturelles qui sont étudiées par un certain nombre de disciplines, et on reformule, on réécrit si vous voulez, tout cela se forme de processus sémiosique. C'est un petit peu comme pour la logique. La logique réécrit les résultats des sciences sous forme de raisonnement inductif ou déductif. Et bien, la même chose ici, c'est-à-dire on réécrit les résultats des autres sciences sous forme de processus sémiosique. C'est-à-dire que là, puisque la sémiosis c'est l'instrument du savoir, les signes, l'interprétation des signes, si vous voulez, c'est l'instrument de la connaissance, eh bien il s'agit de traduire, si vous voulez, les signes produits par les différentes sciences. De les traduire et, si vous voulez, de les expliquer. Et comme ça, on comprend comment progresse la connaissance et progresse les différentes sciences. Alors maintenant, voyons du côté de Saussure, si vous voulez, les présupposés de la manière dont il concevait la science de la sémiosis, ce qu'il a appelé la sémiologie ou la ségnologie, comme nous l'avons vu. Eh bien, si Peirce était une sorte de logicien des sciences, il ne faut pas oublier que Saussure est avant tout un linguiste. Et donc, en tant que linguiste, il s'intéresse aux langues. Mais Saussure s'intéressait aux langues d'une manière un petit peu spéciale. Si vous voulez, c'est-à-dire que pour lui, il ne s'agit pas d'étudier, par exemple, l'évolution. Il faisait ça, si vous voulez. Il a beaucoup travaillé sur ça, l'évolution
du phonétisme des langues ou des significations des mots des langues, etc. Si vous voulez, ça faisait partie de ses intérêts. Mais pour lui, ce qui est essentiel, alors il a écrit ça dans une lettre à un de ses élèves français qui est devenu un grand linguiste, c'est Antoine Meillet. Antoine Meillet, qui était le patron de la linguistique française des années 30 ou 20 jusqu'aux années 50, si vous voulez, et qui a été, par exemple, le directeur de thèse de nombreux linguistes comme Martinet, etc., qui ont fait, si vous voulez, des choses énormes pour la linguistique française. Mais alors, Antoine, si vous voulez, dans une lettre qu'il a adressée à Antoine Meillet, il dit « Ce qui m'intéresse dans une langue, c'est son côté ethnographique. » C'est-à-dire, pour censure, ce qui importe dans une langue, ce qu'il faut étudier dans une langue, ce qui est le plus intéressant dans une langue, ce n'est pas, par exemple, son phonétisme, sémantisme, etc., mais c'est plutôt son côté ethnographique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, c'est-à-dire comment une langue peut signifier les spécificités d'une ethnie, de l'ethnie qui la parle. L'ethnie, c'est-à-dire le peuple, si vous voulez, avec ses caractéristiques culturelles, qui parle cette langue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette perception, si vous voulez, cette manière de dire qu'une langue, c'est une formation symbolique qui signifie les spécificités de la société qui la parle, c'est pas Saussure qui l'a inventé, si vous voulez. C'est un thème constant qui vient du romantisme allemand et qui a été théorisé par Wilhelm von Humboldt. Alors, en français, on dit Guillaume de Humboldt. Humboldt. Alors, Guillaume de Humboldt, si vous voulez, par exemple, disait que les langues permettaient, si vous voulez, d'exprimer, de manifester, si vous voulez, les spécificités des peuples qui la parlent. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, pour Humboldt, il y a une différence si vous voulez, de nature entre les langues indo-européennes et les langues, par exemple, sémitiques. Alors, par exemple, comparons le français et l'arabe classique, si vous voulez, là. Alors, les langues indo-européennes, pour Humboldt, si vous voulez, expriment les relations logiques, c'est-à-dire ils manifestent les relations logiques par des morphèmes spécifiques. Par exemple, la copule être. Par exemple, on va dire l'homme est mortel. L'homme est mortel. L'homme est mortel. C'est-à-dire l'idée de la mort et l'idée d'homme, si vous voulez, est reliée explicitement par cette copule. Ce n'est pas le cas dans les langues sémitiques comme l'arabe ou l'hébreu, par exemple, ou le berbère. Pourquoi? Parce que, par exemple, en arabe, on dit « al-insanu fani ». Il n'y a pas de place pour la copule, il n'y a pas de copule. Il n'y a pas de verbe « être » dans les langues sémitiques. Donc, par exemple, ici, la structure syntaxique, la structure grammaticale de la phrase manifeste pour Humboldt et pour le romantisme allemand une supériorité de nature des langues indo-européennes sur les langues, si vous voulez, sémitiques. Si les langues sémitiques ont permis l'éclosion de la philosophie, c'est parce que ces langues-là étaient régies par la raison, etc. Alors que, si vous voulez, les langues sémitiques, etc., n'ont pas cette possibilité. De même au niveau du mot. Alors au niveau du mot, par exemple, remarquez, par exemple, la morphologie lexicale du français permet par affixation, si vous voulez, de créer de nouveaux mots. Par exemple, c'est pas bon, nous avons d'un côté le radical, par exemple, le radical construction. Alors construire, construction, constructiviste, etc. Donc vous avez par suffixation, le radical reste le même. Alors c'est pas le cas dans les langues sémitiques. Dans les langues sémitiques, vous avez un schème vocalique et qui vient, si vous voulez, s'imposer à une racine consonantique pour si vous voulez, constituer les différentes dérivations. Il constitue, si vous voulez, une sorte de famille lexicale. Par exemple, kataba, katibun, kitabun, maktabatun, etc. Donc pour Humboldt et pour les gens qui soutenaient ce point de vue, c'est-à-dire même au niveau de la structure du mot, on voit une différence. Une langue analytique comme les Indo-Européennes, c'est-à-dire qui analysent, ils disent voilà l'idée où l'idée se trouve dans le radical, les affixes sont des accidents, c'est un petit peu la substance et les accidents, comme en logique.
Par contre, dans les langues sémitiques, il y a un mélange. On ne sait plus où est le radical, où est l'idée, où est les accidents que subit. Alors, je ne veux pas dire que ça, si vous voulez, ce sont des idées qui ont été combattues par la linguistique moderne. Pourquoi? Parce que pour la linguistique moderne, une langue qui rend possible la communication est une langue parfaite. On ne peut plus parler d'une langue meilleure qu'une autre. Dans la mesure où une langue rend possible la communication entre les membres de la société qui la parle, elle est parfaite. Et donc, mais si vous voulez remarquer que pour Saussure, ce qui était intéressant, je ne veux pas dire que Saussure adoptait les mêmes points de vue que le romantisme allemand, mais lui aussi il s'intéressait à cela. C'est-à-dire au fait qu'une langue, c'est une formation sémiotique, symbolique ou sémiotique, qui signifie les spécificités culturelles de la société qui la parle. Voilà, donc voilà une chose sur laquelle il faut insister. C'est-à-dire que pour lui, une langue, et donc on va dire pas seulement une langue, mais toutes les formations symboliques d'une société, c'est-à-dire aussi bien la nourriture, la manière de se nourrir, la manière de se vêtir, la manière d'habiter l'espace, etc. Tout cela constitue, si vous voulez, des manières, des formes qui manifestent, si vous voulez, les spécificités le côté, ce qu'elle appelle le côté ethnographique, les spécificités d'une société, les spécificités culturelles d'une société. Donc, pour Saussure, si vous voulez, la sémiologie donc, est une science qui va étudier les cultures, c'est la science des cultures. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, si vous voulez, ne s'est pas trompé, Lévi-Strauss. Alors, Lévi-Strauss, qui était un grand anthropologue, c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle, c'est non pas l'anthropologie physique, mais l'anthropologie culturelle. Eh bien, dans sa première leçon au Collège de France, il dit, si vous voulez savoir ce que c'est que l'anthropologie culturelle que je suis en train de vous enseigner, eh bien, c'est tout simplement la sémiologie de Saussure. L'anthropologie culturelle, c'est qu'un autre nom de la sémiologie de Saussure. Alors, pour Peirce, la sémiotique n'est qu'un autre nom enfin la logique n'est qu'un autre nom de la sémiotique, eh bien l'anthropologie culturelle n'est qu'un autre nom de la sémiologie. Donc vous voyez la filiation logicienne d'un côté, la filiation anthropologique de l'autre. C'est-à-dire que ce qui compte pour Saussure, c'est comment l'homme spécifie ses spécificités culturelles à travers les formations symboliques. Alors, ces formations symboliques, si vous voulez, et on peut leur donner un nom plus précis. On va les appeler institutions sémiologiques, c'est-à-dire des institutions qui signifient. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Saussure, lorsqu'il veut définir, si vous voulez, la place de la linguistique parmi les autres sciences, et donc la place de la langue comme objet de la linguistique parmi les autres objets scientifiques. Alors c'est à la page 32-35, je vais vous lire le passage, il est très court, il a été maintes fois cité, mais maintes fois aussi malmené, si vous voulez, Saussure, c'est l'homme qui a été le plus malmené de tous les penseurs, si vous voulez, on lui a fait dire beaucoup de choses. Mais peu importe, donc voilà, je vais vous lire ces lignes, et on va les expliquer, parce qu'ils nous permettent de voir comment Saussure a pensé la fondation de la science de la sémiosis. C'est à la page 32-35 du cours de linguistique générale. 32-35. Alors, d'abord, il commence par parler du caractère institutionnel de la langue. Une langue, dans une société, il a un caractère institutionnel. C'est une institution sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire institution? Institution, c'est-à-dire ce qui est institué par l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la nature, mais quelque chose qui a été construit par l'homme dans la culture. Donc, si vous voulez. Alors à ce sujet, je vous rappelle ce que nous avons vu au 5e semestre, si vous voulez, avec justement Lévi-Strauss, c'est de dire que dans toutes les sociétés, il y a trois types d'institutions. Dans toutes les sociétés, il y a trois types d'institutions. D'abord, des institutions des institutions économiques. Alors,
Pourquoi d'abord parce que chaque société, si vous voulez, la première préoccupation d'une société, c'est-à-dire d'une communauté d'hommes et de femmes qui vivent ensemble, qui ont décidé de vivre ensemble, eh bien, c'est la survie. Alors comment, si vous voulez rendre possible la survie de la société, eh bien, par ces structures économiques, c'est-à-dire la manière dont les gens échangent les biens et les services, c'est-à-dire les biens, ce qu'on possède, et les services, c'est-à-dire ce que je peux faire pour les autres. Par exemple, tu me construis une table, je te donne telle somme d'argent. Alors là, si vous voulez, il y a une structure économique. Alors là, par exemple, l'argent, par exemple, l'argent n'existe pas dans toutes les sociétés, si vous voulez. Il y a des sociétés qui se basent sur une économie de troc, etc. Et donc, pourquoi maintenant il y a l'argent et avant il n'y avait pas l'argent, etc. On peut penser à cela. Donc, les structures économiques. La manière dont circulent les richesses dans une société, il s'agit d'étudier le deuxième type de structure, si vous voulez, ou d'institution, c'est ce que j'appellerais les institutions juridico-politiques. Alors, institutions juridico-politiques. Je m'explique, juridico, c'est-à-dire c'est le problème des droits, et politique, c'est le problème du pouvoir. C'est-à-dire des institutions qui gèrent aussi bien les droits que chacun, de par son métier, de par son appartenance à une classe sociale, etc., le droit qu'il possède, qu'est-ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et les pouvoirs qui est la politique, c'est-à-dire le pouvoir, le degré de domination qu'il possède dans la société. Donc, si vous voulez, c'est ce que nous avons vu, par exemple, le statut social, le rôle social, etc. Donc ici, par exemple, le fait que dans des sociétés, si vous voulez, les richesses donc, restent dans la même famille. Par exemple, vous avez des sociétés comme par exemple la société coréenne où l'économie est assurée ou japonaise, par exemple, de grandes familles comme Sony, la famille Sony, etc., Toshiba, etc. Et des sociétés où plutôt, si vous voulez, c'est l'initiative de chacun de créer. Il ne s'agit pas de quelque chose d'héréditaire, mais quelque chose si vous voulez, qui repose sur l'initiative individuelle. Donc les sociétés diffèrent aussi par leur... Et puis, par exemple, la différence au niveau des droits entre tel ou tel type de manière de gérer les affaires de la cité. Alors, et troisièmement, ce qui nous intéresse, ce sont les institutions sémiologiques. Les institutions sémiologiques. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, d'abord, prenons le cas de la langue. La langue des Saussure, c'est une institution sémiologique. Alors, que ça veut dire une institution sémiologique? C'est un système, il est défini par 3 traits. Par exemple, la langue, il est défini chez Saussure par 3 traits. Et langue, ce qui constitue un système de signes. Alors, un système, c'est-à-dire que chaque élément occupe une place bien précise par rapport aux autres. Alors, quel élément? Quelle est la nature de ces éléments? Ce n'est pas le moment d'en parler, si vous voulez, on va parler plus tard de ces éléments, mais pour le moment, il s'agit si vous voulez, d'un ensemble organisé, donc d'éléments qu'il appelle des signes. Des signes, donc des signes. Alors, dans cette phrase, ce qu'il entend, alors il dit, la langue est un système de signes exprimant des idées. Alors, donc les signes, ils ont pour objet les idées. Donc on retrouve la même conception que chez Locke. Vous vous souvenez, Locke, les instruments de la connaissance, ce sont les mots et les idées. Le côté, on a un petit peu ça. Mais souvenez-vous que Saussure est en train de faire un cours. Et il s'agit ici, la page 32-35, c'est l'introduction du cours. Et donc, il présente les choses d'une manière, si vous voulez, connue, courante. Donc, ce n'est que plus petit à petit, si vous voulez, qu'il va peaufiner, il va affiner, il va spécifier sa conception, si vous voulez, de la langue, mais aussi de la sémiosis en général. C'est ce qu'on va voir plus tard. Mais pour le moment, si vous voulez, la manière dont il présente les choses, c'est une manière traditionnelle. Les mots, ce sont les signes des idées. Les idées, c'est-à-dire des concepts, des idées générales, des traits pertinents, si vous voulez, des définitions générales, si vous voulez. Alors, Alors, la langue, par exemple, c'est un système de signes, c'est-à-dire des éléments qui manifestent des idées, des concepts. D'accord? Pour le moment, retenons cette définition, peu importe. Et c'est une convention. Alors, les signes-là, ils sont basés sur une convention sociale, c'est-à-dire sur un accord social.
sur un accord de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer la nature de ce système. Vous ne pouvez pas, par exemple, changer la signification du mot d'une langue parlée par une société. Voilà, convention sociale. Les gens se sont mis d'accord pour appeler telle chose table, et non pas, si vous voulez, d'un autre nom. Et troisième trait, c'est que ce système de signes basé sur une convention sociale constitue un code. Alors un code, vous vous souvenez, là, le code, c'est lorsqu'il y a une équivalence entre le signe et l'objet du signe. Par exemple, ici, il y a une équivalence entre le signe linguistique et l'idée, entre les mots et dans le cas de la langue. Alors, le code, c'est ce qui rend possible la communication, l'intercompréhension entre les membres de la société. Donc ici, il s'agit de la nature, et là, c'est la fonction de l'institution sémiologique. Alors, c'est à propos de la fonction de l'institution sémiologique, si vous voulez, il y a eu beaucoup de débats. Par exemple, on se disait, est-ce que la musique constitue un code qui signifie quelque chose? Le vêtement, est-ce que c'est un code qui signifie quelque chose, qui communique quelque chose plus exactement? Pas qui signifie, qui communique quelque chose. Donc ici, on peut, si vous voulez, débattre de ce problème. Mais ce qui compte, c'est les deux traits-là. Une institution sémiologique, c'est un système de signes basé sur une convention sociale. Alors, combien il y a d'institutions sémiologiques dans une société? Et on a tellement. Alors, voilà ce que va dire Saussure. La langue est un système de signes exprimant des idées, et par là comparable. Allez, alors, il va donner des exemples d'institutions sémiologiques. L'écriture, l'alphabet des sourds-muets, les rites symboliques, les formes de politesse, les signaux militaires, etc. On peut continuer, comme le faisait Barthes dans, si vous voulez, dans éléments de sémiologie, où il disait il y a la nourriture, il y a les rapports, si vous, la manière dont sont présentés les rapports sexuels, etc. etc. On peut continuer. Hein. Alors, ajoute Saussure, elle est seulement, c'est-à-dire la langue est seulement le plus important de ces systèmes. C'est-à-dire la langue est la plus importante des systèmes sémiologiques qui existent dans une langue. Alors pourquoi elle est la plus importante? Il ne le dit pas, on va essayer de l'expliquer plus tard. Il ajoute, on peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Il formerait une partie de la psychologie sociale et par conséquent de la psychologie générale. Nous la nommerons sémiologie. Il nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. C'est-à-dire la sémiologie, c'est une science donc, qui englobe la linguistique. La linguistique n'est qu'une partie de la sémiologie. Pourquoi? Parce que la langue est une institution sémiologique parmi d'autres. Donc la sémiologie étudiera toutes les institutions sémiologiques dans une société, aussi bien la langue que l'écriture, l'alphabet des sourds-muets, les rites symboliques, la mode, je ne sais quoi, toutes les institutions sémiologiques. Et la langue, bien sûr, est la plus importante de ces institutions sémiologiques. Et cette science-là, elle fait partie de la psychologie sociale, qui, si vous voulez, qui elle-même fait partie de la psychologie générale. Et alors, quel est l'objet de la sémiologie? Eh bien, il nous apprendrait en quoi consistent les signes. Il nous apprendrait en quoi consistent les signes, c'est-à-dire la nature des signes. Il va nous définir ce que c'est qu'un signe, comment une chose devient un signe, et quelles lois les régissent, c'est-à-dire quels invariants, si vous voulez. Alors les invariants qui concernent aussi bien le fonctionnement que l'évolution, parce que le mot vie, si vous voulez, qui renvoie à un certain vitalisme, c'est-à-dire qu'on conçoit les institutions sémiologiques comme une sorte d'organisme vivant, si vous voulez, qui naît, qui croît et qui meurt. Hein. Et donc il s'agit de voir comment ça fonctionne, mais aussi comment ça évolue. La sémiologie elle aura pour objet aussi bien le fonctionnement synchronique que l'évolution diachronique. L'évolution diachronique des institutions sémiologiques. Alors, n'oubliez pas que une institution sémiologique, c'est un système de signes basé sur une convention sociale. C'est-à-dire qu'elle ne va pas étudier si vous voulez, des sémiosis propres à tel ou tel individu. Ce qui intéresse Saussure, c'est seulement les sémiosis globales, collectives. Donc il va s'intéresser à tout ce
qui fait d'un ensemble de données, si vous voulez, une institution sémiologique. Voilà l'objet de la sémiologie. Ce n'est pas la connaissance comme chez Peirce, mais c'est plutôt les institutions sémiologiques. Alors, il faut aussi rappeler que il y a chez Saussure, si vous voulez, si on compare les écrits de linguistique générale, c'est-à-dire les notes autographes de Saussure et les notes prises par ses étudiants, il y a deux définitions différentes de la sémiologie. Alors dans le cours, c'est clair, hein, dans le cours, la sémiologie, donc la sémiologie, ici, si vous voulez, la sémiologie, n'est qu'une partie de la psychologie sociale qui elle-même est englobée par la psychologie générale. Et la linguistique est une partie de la sémiologie. Donc nous avons la linguistique, la sémiologie, la psychologie sociale et la psychologie générale. Alors, cela fait que, la sémiologie, de ce point de vue-là, c'est une science psychologique. Ce n'est pas une science logique comme chez Peirce, mais une science psychologique. C'est-à-dire, il étudie ce qui se passe, non pas dans la tête de telle ou telle personne, mais dans la tête de la société, si vous voulez. Alors la psychologie sociale, si vous voulez, c'est un petit peu, c'est la sociologie en fait, la sociologie de Durkheim. Et la linguistique est une science sociologique et la sémiologie c'est une science sociologique, etc. Voilà comment les choses étaient présentées dans le cours. Mais dans les notes manuscrites, nous avons cette note que je vais vous lire, puis je vais expliquer. Alors, voilà ce qu'écrit Saussure. On a discuté pour savoir si la linguistique appartenait à l'ordre des sciences naturelles ou des sciences historiques. Il n'appartient à aucun des deux, mais à un compartiment des sciences qui, s'il n'existe pas, devrait exister sous le nom de sémiologie, c'est-à-dire science des signes ou étude de ce qui se produit lorsque l'homme essaie de signifier sa pensée au moyen d'une convention nécessaire. Donc, pour Saussure, dans cette note manuscrite, alors il commence par s'interroger sur le statut de la linguistique, parce que lui, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord un linguistique. Et s'il a parlé de sémiologie, c'est pour trouver une place pour la linguistique. Donc, la sémiologie, dans le cours, la linguistique est une partie de la sémiologie, et elle-même est une partie de la psychologie sociale. Ce n'est pas le cas ici. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, on a discuté pour savoir si la linguistique est une science naturelle ou une science historique, science psychologique, science humaine. Alors pourquoi il disait ça? Parce qu'à son époque, il y avait deux grands courants. Un courant, par exemple, allemand, représenté par Ernst Schleicher, si vous voulez, qui est un linguiste allemand qui faisait l'histoire des langues. Il considérait, si vous voulez, en observant l'histoire des langues, c'est-à-dire de leur développement, etc., qu'une langue se présentait comme un organisme vivant. C'est-à-dire, il naissait, il se développait, et puis il mourait. Et donc, il faisait tout cela, si vous voulez, indépendamment des sujets qui la parlent. Si vous voulez. Pour lui, une langue est un organisme vivant, et donc, par conséquent, la linguistique, c'est une partie de la biologie qui étudie un département, qui se consacre à un département spécifique de la biologie. Par contre, des gens comme Michel Brial, qui est un linguiste français très connu, c'est lui qui a inventé d'ailleurs, qui a introduit le terme sémantique dans la linguistique. Alors Michel Brial dit non, une langue c'est un produit humain, c'est un produit historique. Donc la linguistique c'est une science historique. Pour comprendre une langue, il faut faire son histoire, il faut l'inscrire dans l'histoire d'une société, d'un peuple, etc. Alors Saussure il dit non, les deux n'ont pas raison. Ni Brial ni Schleicher n'ont pas raison. La langue n'est un organisme naturel et la linguistique donc ne relève pas des sciences naturelles. La langue non plus n'est pas purement un produit historique, donc il ne relève pas seulement des sciences historiques, mais il dit la langue relève de ce qu'il appelle les sciences, ce que nous pourrions appeler, lui il parle de sémiologie, mais on peut généralement, les sciences sémiologiques. La linguistique donc c'est une science sémiologique.
Donc, les sciences sémiologiques, il y a la linguistique qui étudie la langue, on pourrait imaginer, c'est pas moi, une autre science qui étudie l'habillement dans une société, une autre qui étudie la narration dans une société, les différents types de récits, etc. Et donc là, on aura plusieurs sémiotiques spécifiques, comme les appelait Umberto Eco. Donc pour lui, il y a plusieurs sciences sémiologiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces sciences sémiologiques? Quel est leur objet? Eh bien, il dit, ces sciences ont pour objet l'étude de ce qui se produit. Alors on peut lui dire, ça se produit où? Est-ce que c'est dans la société ou bien dans l'esprit? Il ne répond pas, mais vous allez voir que les sociétés et esprit, c'est-à-dire le côté sociologique et le côté psychologique, si vous voulez, il va le neutraliser. Alors il dit la chose suivante, ce qui se produit lorsque l'homme, alors il ne dit pas un homme, l'homme en général, l'homme, je vais effacer ça, l'homme, donc l'homme en général, l'homme essaie de signifier, alors l'homme essaie, il signifie quoi? Et bien il dit sa pensée, et non pas la pensée en général. Il ne s'agit pas de logique, il s'agit ici de quelque chose de spécifique à l'homme. Alors il essaie de signifier sa pensée comment? Eh bien, il ajoute ceci, au moyen d'une convention. Au moyen d'une convention, ajoute-t-il, nécessaire, c'est-à-dire à laquelle on ne peut pas échapper. Convention nécessaire. Donc l'objet de la sémiologie, c'est à la fois ce qui est individuel, sa pensée, c'est individu, ce qui est propre à l'individu, et convention nécessaire, ce qui est propre à une société. Par exemple, comment je vais signifier ma spécificité, par exemple en ne rasant pas ma barbe, par exemple, imaginons une société où l'on fait une distinction entre celui qui a une barbe et celui qui n'a pas de barbe. Ou bien celui qui s'habille, si vous voulez, de vêtements en coton et de vêtements, si vous voulez, en laine, je ne sais quoi, on peut toujours imaginer. Eh bien, il s'agit de la manière dont on signifie sa pensée, et non pas la pensée en général, mais sa pensée, à travers les conventions nécessaires, c'est-à-dire les institutions, comment l'homme signifie sa pensée à travers les institutions sémiologiques, à travers les institutions sémiologique, c'est-à-dire comment l'homme signifie, alors sa pensée, on peut le généraliser, comment l'homme signifie son rapport au monde, comment l'homme signifie son rapport au monde à travers les institutions sémiologiques que sa société met à sa disposition. D'accord? Par exemple, un japonais ne va pas signifier, si vous voulez, sa pensée de la même manière qu'un français. Pourquoi? Parce que les deux ne parlent pas la même façon, la même langue. De même, à travers leurs vêtements, la manière d'occuper l'espace, la manière de se saluer, etc., les rites symboliques, etc., tout cela. Alors, par exemple, prenons le cas d'une institution sociale assez importante qu'on retrouve dans toutes les sociétés, la religion. Alors, la religion, il a un côté économique, il a un côté sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui est évident. Il a un côté juridico-politique qui est aussi évident, si vous voulez. Et il a un côté sémiologique, c'est-à-dire les signes de la religion. Par exemple, les rites, la manière de se vêtir des prêtres, etc., qui varient d'une société. Par exemple, un prêtre japonais bouddhiste ne s'habille pas de la même manière qu'un prêtre catholique ou un prêtre protestant. De la même façon, si vous voulez, les rites, la gestualité, par exemple, dans le cadre des rites, n'est pas la même, si vous voulez. De même, la manière de réciter les chants religieux, etc. Donc tout cela montre qu'il y a l'homme, signifie son rapport au monde, un homme, si vous voulez, l'homme en général, ou l'homme signifie son rapport au monde comment? Eh bien, à travers les institutions sémiologique. Et la conclusion, c'est que Saussure, par là, neutralise. C'est une neutralisation, si vous voulez, de la sémiologie, si vous voulez, procède à la neutralisation de ce qui est individuel et de ce qui est social. D'ailleurs, dans la linguistique, qui est une science sémiologique parmi d'autres, Saussure va dire que, si vous voulez, la parole, c'est-à-dire la langue en tant qu'il appartient à un individu, si vous voulez, n'est qu'une réalisation particulière de la langue qui est l'institution sémiologique. Dans la parole, l'homme signifie à travers la langue. Il signifie sa pensée à travers la langue qui est une institution sémiologique. Alors on peut généraliser ça,
à travers l'habillement, à travers l'habitation, à travers l'occupation de l'espace, par exemple, on signifie un certain rapport au monde, en général, et non pas seulement la pensée. C'est-à-dire rapport au monde, aussi bien la pensée que l'action, que la perception. D'accord? Toutes les, si vous voulez, l'intentionnalité se trouve signifiée ici. Donc, Saussure, on peut dire que là, il neutralise cette opposition entre le collectif et l'individuel, et la sémiologie n'est ni une science psychologique, ni une science sociologique. C'est une science qui a ses propres spécificités. Il s'intéresse à ce qui se passe lorsque le rapport au monde est signifié à travers les institutions sémiologiques. Et là, le rapport au monde, ça peut être bien sûr d'un individu particulier, mais aussi ça peut être de celui de la société. Peu importe. Alors, il apparaît de tout cela que, par exemple, là, je m'arrête seulement sur la linguistique, qui est une science parmi d'autres, si vous voulez, là, ce qui appartient donc aux sciences sémiologiques, qui n'est ni une science naturelle, ni une science psychologique, mais une science sémiologique. Eh bien, la linguistique telle que la conçoit Saussure n'a rien à voir avec la linguistique telle que la conçoit Chomsky ou d'autres. C'est-à-dire, pour Chomsky, la linguistique, c'est une science formelle, mathématique. On peut la formaliser sous forme de... Donc, par exemple, Chomsky, lorsqu'il s'intéresse à la langue, il s'intéresse en fait à ce qu'il appelle le locuteur-auditeur idéal, qui produit des phrases correctes et acceptables. Ce n'est pas le cas de Saussure. Pour Saussure, la linguistique, c'est une science humaine. La linguistique est une science sémiologique. Et donc, il s'intéresse à ce qui se passe lorsque l'homme signifie sa pensée à travers la convention de l'institution sémiologique qu'est la langue. Donc, il y a ici une différence de nature qu'il ne faut pas oublier. Alors maintenant, pourquoi Saussure dit que la langue est la plus importante des institutions sémiologiques? Eh bien, c'est très simple. Parce que Saussure, à la différence de Peirce, pense une certaine hiérarchie des institutions sémiologiques, des systèmes, si vous voulez, de signes qui constituent la culture d'une société. Alors que pour Peirce, la sémiosis fonctionne toujours de la même façon, si vous voulez, et ce qui importe, c'est la connaissance. Pour Saussure, non, il y a une hiérarchie. La langue est plus importante. Hiérarchie, ça veut dire un classement du plus important vers le moins important. La langue est la plus importante des institutions sémiologiques. Pourquoi? Parce que la langue permet de parler de toutes les autres institutions sémiologiques, alors que le contraire n'est pas vrai. Par exemple, je peux parler de ce que signifie tel vêtement. Mais je ne peux pas parler avec le vêtement de ce que signifie par exemple telle phrase, tel poème. Je peux parler de ce que signifie telle musique, par exemple, de dire cette musique est triste, cette musique est joyeuse, etc. Mais je ne peux pas faire la même chose par la musique, je ne peux pas faire dire ce que signifie tel poème par la musique, etc. Donc la langue est quelque chose de central et d'important. Pourquoi? Parce qu'il permet de parler de toutes les autres institutions sémiologiques, alors que le contraire n'est pas vrai. Alors, je termine donc ce chapitre que nous avons intitulé « La fondation de la sémiotique moderne » par, si vous voulez, un essai d'inventorier les différences entre la manière dont Peirce a pensé la fondation de la sémiotique et la manière dont Saussure, de son côté, a pensé la fondation de la sémiotique, c'est-à-dire de la science de la sémiosis. Alors, je ramène les différences à trois. Il y a trois différences entre ces deux, leur manière, si vous voulez. Alors, la première différence, c'est que, nous l'avons vu, chez Peirce, la sémiotique, si vous voulez, ce qu'il appelait, on va dire la sémiotique, hein, pour les deux, pour sûr, on ne va plus utiliser sémiologie, sémiotique, etc. On va se brouiller, on va dire la sémiotique, hein, c'est-à-dire la science de la sémiosis. Alors pour Peirce, la sémiotique c'est une métascience. Il englobe toutes les autres sciences. Nous l'avons vu. C'est-à-dire que la sémiotique, il a pour but de reformuler les résultats des autres sciences sous forme de
de processus sémiosiques et donc de les comparer, etc. et de voir ceux qui sont valides et de juger de leur validité. Donc la sémiotique, c'est une sorte d'épistémologie. Par contre, non. Par contre, pour Saussure, non. Pour Saussure, la sémiotique a pour objet seulement ce qu'il appelle les institutions sémiologiques. Il va étudier les institutions sémiologiques, c'est-à-dire les systèmes de signes basés sur une convention sociale. Le reste ne l'intéresse pas. Deuxièmement, chez Peirce, la sémiotique, si vous voulez, prend en charge n'importe quelle sémiosis, qu'il relève d'un phénomène culturel ou d'un phénomène naturel. Chez Saussure, non. Seules les sémioses qui ont un caractère institutionnalisé, c'est pour ça qu'on parle d'institutions sémiologiques, sont prises en charge par la sémiotique. Par exemple, les symptômes, les indices, etc., ne vont pas être pris en charge par la sémiologie telle que la pense Saussure. Hein. Donc, ce n'est pas toute la sémiosis, mais seulement la sémiosis institutionnalisée, qui fait partie d'une institution sociale. Troisième trait, donc le premier trait c'est un métascience chez Peirce, ce n'est pas une métascience chez Saussure qui ne s'intéresse qu'aux institutions sémiologiques. Deuxième trait, il étudie seulement la sémiologie de Saussure, s'intéresse seulement à la sémiologie institutionnalisée et non pas à n'importe quel type de sémiosis naturelle ou culturelle comme c'est le cas chez Peirce. Et troisième et dernier trait, qui me semble aussi important, c'est que chez Peirce, il n'y a pas de hiérarchie entre la sémiosis. La sémiosis, les différents types de sémiosis. La sémiosis fonctionne toujours de la même façon, si vous voulez. Chez Saussure, non. Il y a une hiérarchie entre les systèmes sémiologiques. Il y a des systèmes sémiologiques plus importants que d'autres. C'est ce que nous venons de voir. La langue, par exemple, est plus importante, la plus importante de toutes les autres institutions sémiologiques. Et donc là, il y a une hiérarchie. Donc je récapitule. Il y a trois traits qui expliquent ou qui sont, si vous voulez, saillants dans la manière dont les deux savants ont fondé la sémiotique moderne. Pour l'un, la sémiotique est une métascience, alors que pour l'autre, il s'agit tout simplement de l'étude de la vie et de l'histoire, c'est-à-dire du fonctionnement synchronique et de l'évolution diachronique des institutions sémiologiques. Deuxième trait, la sémiologie, elle prend pour objet seulement les systèmes de signes de caractère institutionnel, alors que pour Peirce, la sémiotique prend en charge n'importe quelle sémiosis, qu'il relève des sciences naturelles ou des sciences culturelles, ou enfin des phénomènes culturels. Et troisième caractéristique qui les différencie, c'est que chez Saussure, il y a une hiérarchie dans la sémiosis, c'est-à-dire il y a des sémioses plus importantes que d'autres, ce qui n'est pas le cas chez Saussure. Par exemple, pour Saussure, la langue est la plus importante de toutes les autres institutions sémiologiques. Bon, alors j'ai terminé ce chapitre, ce deuxième chapitre du cours, qui s'intitule. Alors vous avez remarqué sans doute, alors j'ai insisté sur les axes fondamentaux, vous avez remarqué sans doute que ce n'est pas aussi varié, etc., que lorsque je faisais le cours d'une façon directe en classe. Ben, je vous le dis parce que c'est comme un match de foot, hein. Lorsqu'il y a pour les footballeurs, lorsqu'il y a un public, ils sont plus épanouis et donc ils produisent un meilleur jeu. Ben, la même chose pour l'enseignement. Hein. Enseigner devant un public, c'est pas la même chose, surtout un public qui participe, etc. Bon, alors moi ce que je vous demande donc c'est de visionner ce cours, de le revisionner plusieurs fois, de prendre des notes, de les mettre au propre, essayer de bien comprendre les choses. Alors moi ce que j'espère aussi c'est que lorsqu'on va mettre en ligne ce cours, qu'il y aurait une possibilité de feedback, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de me faire des remarques ou de me poser des questions et qu'il y aurait la possibilité de vous répondre. Je vais voir si le site, enfin la plateforme online, comme on dit, fournie par la fac permet ce genre de choses, mais dans tous les cas, si vous voulez, moi j'ai essayé de faire de mon mieux, de simplifier les choses, de mettre l'accent sur les points importants, et donc je vous souhaite
de bien suivre, enfin d'avoir bien saisi, d'avoir bien suivi, d'avoir bien profité de ce cours. Et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain cours qui sera diffusé sur la plateforme de la fac. Alors au revoir et à bientôt.